Formation électrique de la forme en biologie. Une question ouverte en biologie est comment se forment les formes des créatures. Comment une espèce de grenouille spécifique obtient sa forme et pas une autre forme. Comment ses doigts, ses pattes, ses griffes, ses jambes prennent toujours la même forme et pas une autre forme. On peut poser la même question pour tous les organes internes, la colonne vertébrale, le foie, le cerveau. Comment cela se fait qu'ils chopent toujours la même forme et s'interconnectent toujours de la même façon, en particulier pour cette espèce particulière et pas pour une autre. La plupart des livres classiques répètent toujours la même vieille idée de 70 ans, que l'ADN même, en quelque sorte, est responsable de cela. Il détermine tout. Mais pourtant, il n'y a pratiquement pas de preuves pour cela. Moi, je voudrais vous présenter comme preuve le rôle de l'électricité dans cette formation, des formes des plantes et des animaux, comment elles deviennent. Je vais dire aussi quelques mots sur l'influence des champs électriques, notamment comment les objets inorganiques obtiennent leur forme. Ça m'a motivé de faire ces deux cours après avoir lu les recherches du Dr Michael Levin à l'université de Tufts in Boston. Depuis plus d'une décennie, le labo du Dr Levin a doucement changé les croyances profondes sur la formation des formes biologiques. Depuis les années 50, quand l'ADN a été découvert, qu'on commençait à comprendre son rôle, en passant, c'est pas Watson et Crick qui l'ont découvert en fait, ils ont piqué ça à une nana qui bossait avec eux. Donc Watson et Crick ont imposé l'idée que l'ADN détermine tout dans les organismes. On a appelé cela le dogme central de la biologie, mais depuis 70 ans on retrouve ça dans les bouquins sans questionner le fondement de cela. Ce dogme est une forme de prédéterminisme, car il dit que l'information, le flux d'information ne va que dans un sens, à partir de l'ADN vers le dehors, et rien dans l'organisme ne peut changer cela. Crick l'a raconté que finalement lui, un simple homme, avait finalement éliminé l'idée d'un dieu qui se cachait, ni toute autre intelligence pouvant se cacher dans l'univers, car tout vient de l'ADN. Mais en dehors de cela, on peut toujours faire des expériences pour prouver ou éprouver cela. Et depuis 70 ans, des milliers d'expériences ont été faites afin d'élucider le rôle de l'ADN, spécifiquement en biologie développementale. Mais en fin du fin, il n'y a jamais pu été démontré que l'ADN crée une forme. Ou dans l'ADN se trouve l'endroit qui détermine la forme d'un bras, par exemple. Comment la forme de la bouche se forme parfaitement, avec le nez au-dessus, la gorge en dessous. Faites des recherches dans les bouquins, dans leurs bouquins. Et le meilleur qu'ils puissent faire, c'est de montrer que couper certaines sections de l'ADN va entraîner la formation incorrecte de certaines parties du corps. Mais cela ne signifie pas que c'est l'ADN qui cause la forme de telle ou telle partie du corps. J'ai toujours été surpris de cette façon bidon de penser. C'est comme si moi je te démontrais que j'allais t'empêcher d'aller au magasin en te crevant le pneu. C'est correct, tu peux pas aller au magasin. Mais c'est pas le pneu qui est la cause du fait que tu dois aller au magasin. C'est pas parce que tu trifouilles l'ADN et que tu causes la malformation d'un bras que l'ADN donc cause la forme de ce bras. On va prendre une métaphore de cuisine qui est très précise. Les ingrédients mis ensemble ne créent pas quoi que ce soit. Tu as besoin d'une recette qui te dise quoi faire avec ces ingrédients. Et quel est le repas? Pour combien de personnes? Quel est l'ordre de ce soir? Tout ça fait une grande différence en fait. Notre ADN ne dit pas nécessairement au corps ce qu'il doit faire, quoi faire, ni quand. Ces décisions sont faites pour la plupart du temps en dehors de l'ADN, des gènes. Il faut savoir qu'on ne comprend pas vraiment l'ADN. Chaque décennie, les livres doivent être réécrits, et pourtant les mêmes choses sont enseignées, même à l'université. Car finalement, on voit que le système est bien plus compliqué qu'on pensait. Ce qu'on appelle les gènes est vraiment une toute petite partie de ce qu'on appelle l'ADN. Les gènes sont la petite partie du code qui contiennent l'empreinte
la base pour coder des protéines. On ne sait toujours pas ce que la plupart du reste de l'ADN fait, le fameux junk DNA, l'ADN poubelle. La collection de tous les gènes de ton ADN est comme une liste énorme d'ingrédients. Si tu avais un livre de recettes de toutes les recettes possibles sur la Terre, tu fais un index de tous les ingrédients dont tu as besoin pour toutes ces recettes. C'est ce que les gènes sont. Toute la base et l'empreinte pour faire tous ces ingrédients dont tu as besoin. Mais là encore, les gènes sont seulement une toute petite partie de l'ADN. Les recherches du Dr Levin sont puissantes. Il amène cette recherche à un niveau virtuose. Ils altèrent l'ADN de cellules individuelles pour changer le nombre de pompes ioniques que la cellule produit pour elle-même. Cela rend ces cellules plus ou moins polarisées en relation de ce qu'elles auraient pu être dans la nature, à certains moments pendant le développement de l'embryo. Si assez de cellules peuvent être trompées à un endroit donné, on peut créer l'altération exacte et faire pousser une partie de corps à d'autres endroits, comme un œil sur la queue ici, ou un œil dans un estomac. On peut faire pousser un pouce sur un coude. Donc le dogme de 70 ans central à la biologie dit que l'ADN isolé à l'intérieur du noyau cause toutes les formes qui apparaissent. Alors que nous démontrent les résultats de Levin? Qu'un champ électrique extérieur au noyau cause l'apparition de formes. Et exactement là où il voulait. Ici, un double membre à droite. Mais ça ne veut pas dire que c'est le champ qui crée la forme elle-même, mais ça signifie que le champ peut causer l'apparition de la forme. Donc qu'est-ce que cela implique pour ce dogme central? Il commence à avoir des problèmes, car le Dr Levin altère les gènes dans les cellules, qui causent plus de pompes ioniques à se former dans la membrane des cellules, qui entraînent une différence de potentiel différente. Donc on pourrait en effet argumenter que l'ADN contrôle tout, mais alors, cette argumentation est floue. Pourquoi l'œil entier se forme dans cette location électrique spécifique et pas des morceaux d'yeux? Et comment on sait instinctivement qu'un œil ne doit pas être dans un estomac? Les recherches du Dr Levin sur le cancer montrent que de changer les champs électriques naturels peut démarrer ou arrêter le cancer, enfin les tumeurs. Les cellules très malléables comme les cellules souches, les cellules cancéreuses, ont des potentiels électriques moindres en relation avec leur environnement. Alors que les cellules saines et matures ont des potentiels électriques plus hauts. Une des caractéristiques des cellules cancéreuses, c'est qu'ils ont perdu leur relation avec le corps. Elles sont hors de contrôle, une excroissance sans contrôle, qui ne fait partie de rien. Elles n'ont aucune fonction en dehors de leur intérêt personnel. Donc du coup, là, les résultats du Dr Levin arrivent presque à réfuter ce dogme que Crick a imposé en rapport à la forme et la fonction, car les champs électriques extérieurs au noyau peuvent détruire toute forme et fonction. Sur une note plus personnelle, les résultats du labo de Levin sont terrifiants. Pour moi, on se retrouve dans un no man's land qu'on ne comprend pas, avec des outils et des résultats trop dangereux et puissants pour nous. À te faire pousser un œil dans le trou du cul, c'est sûr. Est-ce que cette nouvelle technologie nous permet d'ajouter de la beauté dans ce monde? Pas jusqu'ici. Aujourd'hui, on ne fabrique simplement que des monstres grotesques, avec des jambes poussant sur leur tête. Ces pauvres créatures arrivent à vivre d'une certaine façon, comme elles peuvent. Et ça me fait vomir d'imaginer cela. Les souris fluorescentes. On retourne à cette histoire de dogme d'ADN. On savait que si on trifouillait l'ADN, on créerait des monstres. Et maintenant, on sait que trifouiller avec les champs électriques cause des monstres. Les ondes et la 5G. Donc ça ne prouve pas que l'ADN cause les formes, ou que les champs électriques causent la forme, ou la déforme. Le Dr Levin semble faire cela pour la promesse de nouveaux traitements médicaux, soi-disant sauver les naissances anormales, peut-être en continuant pendant des décennies à créer et tester ces monstres. Je suis aussi surpris que Dr Levin ne fait aucune référence aux travaux du Dr Roberto Baker, qui a déjà démontré ses principes de champ électrique il y a déjà 40 ans. Donc le résumé de ses travaux se retrouve dans son bouquin de Body Electric. Le Dr Baker, médecin pratiquant,
a découvert que contrôler les champs électriques pouvait aider les grands brûlés à guérir et pouvait permettre la queue d'une salamandre de repousser correctement. Pourquoi ne pas rendre à César ce qui est à César? Je pense parce que c'est très connu que Roberto Baker avait un côté très spirituel, donc de l'éthique. Il disait bien que l'humain était bien plus qu'un sac de produits chimiques. Je pense donc que comme Dr Baker ne croyait pas au pur matérialisme, qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui font référence à ses travaux. On va regarder encore deux autres expériences du labo du Dr Levin. Ensuite, on peut prendre du recul et on va voir les conséquences. Donc, c'est l'expérience sur le ver plat planarien. Donc, dans le milieu naturel, si la queue du ver est coupée, la queue repousse. Si on coupe la tête va repousser avec le cerveau et tout ce qui va avec. Donc, en passant, ça en dit long sur le parasitisme. Donc c'est incroyable hein, ceci. Donc le type sauvage a un gradient électrique le long de son corps, un peu plus positif vers la tête. Donc les chercheurs ont coupé la queue et ont appliqué une charge électrique positive de ce côté-là. Et donc cela a fait pousser une nouvelle tête, il avait deux têtes. Donc on a une nouvelle forme, un ver à deux têtes. Et ce ver à deux têtes se reproduit asexuellement, comme ils le font dans leur espèce de plénariens. Alors est-ce que cela est une nouvelle espèce? Moi je pense que oui. Cependant l'ADN n'a pas changé. Donc on voit ici que la connexion entre l'ADN de l'animal et la forme n'est pas bien claire. Comment l'ADN pourrait se rappeler que cette nouvelle espèce a deux têtes? Donc tous les descendants devraient avoir deux têtes. Donc j'en reviens à ma métaphore sur la cuisine. Il semble que les gènes sont là pour construire les bons ingrédients et les produire, mais la recette et le plan pour le repas ne sont pas là. Ils se trouvent ailleurs, en dehors du monde des gènes. Donc, dans une autre expérience, ils ont repris le type sauvage, lui ont coupé la tête, et pendant que la nouvelle tête se formait, ils ont modifié le potentiel électrique de certaines cellules. Ils ont réussi à produire la tête et le cerveau d'une autre espèce de ver, de planaria. Je vous laisse réfléchir 2 secondes à ça. L'ADN est toujours celui de l'espèce originelle, mais la forme vient d'une autre espèce. Certes, une espèce en relation. On a créé une nouvelle espèce, mais on n'a pas altéré l'ADN. Donc moi, d'après ce que je comprends, toute notion d'ADN déterminant la forme des créatures n'est pas très plausible. Pourquoi cela a de l'importance? Ça a de l'importance parce que l'histoire de l'ADN qu'on nous a racontée quand on était petit et qu'on enseigne toujours à nos enfants dans les universités est non pas seulement fausse, mais cela est délétère à notre âme. Cela nous donne une fausse compréhension des choses, de nous-mêmes et de la vie, et de notre relation avec l'univers. On nous a dit qu'une simple molécule avec des séquences de 4 lettres moléculaires détermine tout de nous. On nous a certifié que notre forme, mais notre corps et notre être entier étaient déterminés par l'ADN. Que c'est un simple dépliement d'un programme informatique biologique dans lequel on n'a aucun pouvoir. Je pense que tous les aspects de ce dogme sont faux et même délétères. En tant que scientifique, j'essaie de reconstruire cette cosmologie de l'humain, donc être plus précis et pour retrouver un sens plus profond. Donc dans la deuxième partie, on va voir si la matière est capable de s'auto-former, s'auto-organiser. Et si cela n'est pas possible, alors d'où viennent ces formes? Traduction jackfruit.